Otto Weininger et la question du génie. Le 3 octobre 1903, un tout jeune philosophe, Otto Weininger, se suicidait à Vienne d'une balle en pleine tête, dans une chambre qu'il avait louée dans l'immeuble où Beethoven était mort 3/4 de siècle plus tôt. Il n'avait que 23 ans. Il venait tout juste de faire paraître un ouvrage étrange, inclassable, provocateur et même scandaleux, intitulé « Geschlecht und Charakter », autrement dit « Sexe et caractère », ce qui est tout de même un sacré programme. Il y parlait de presque tout, du génie, de la génialité si l'on peut dire, de la musique, du sentiment de décadence, de la haine de soi, de la sexualité de l'homme et surtout de celle de la femme. Ce livre marqua les plus grands esprits et ne laissa presque personne indifférent. Il connut d'ailleurs de très nombreuses rééditions, 36 jusqu'en 1925, et également de très nombreuses traductions. Il faut dire qu'à côté des outrances, des contradictions, des aphorismes bizarres et des théories bancales qui y foisonnent, il est parsemé de constats sur la société moderne qui continuent de nous percuter. Sigmund Freud considérait qu'Otto Weininger était un pur génie. Ludwig Wittgenstein le tenait en grande estime, tout comme Karl Kraus, Stefan Zweig, Robert Musil, James Joyce, Franz Kafka, Georges Bataille ou encore Émile Cioran, excusez du peu. Mais d'autres considérèrent que ce chaman de l'intelligence n'avait été qu'un enragé victime de ses problèmes, un aliéné, un individu possédé par des forces qui le débordaient. D'où la question, qu'est-ce au juste que le génie ? Depuis quelques décennies, il semble qu'il ne convienne plus de poser cette question car le mot génie gêne. Jacques Derrida, explique-t-on, aurait en quelque sorte clos le sujet en affirmant « à accorder la moindre légitimité au mot génie, on signerait une démission de tous les savoirs. On y avouerait une adoration muette devant l'ineffable de ce qui, dans la valeur courante du mot génie, associe souvent le don à la naissance, le secret au sacrifice. » Malgré cette mise en garde pas très claire, nous allons reposer la question à la lumière du cas Otto Weininger. Qu'est-ce au juste qu'un génie ? Et quel lien y a-t-il ou n'y a-t-il pas entre le génie et la folie ? Entre le génie et le suicide. Ceux qui pensent ce que les autres ne pensent pas, ou qui voient au-delà des réalités empiriques, auraient-ils plus de mal que nous autres à vivre en société ? Seraient-ils condamnés à éprouver l'angoisse d'un exilé chez les araignées, la pulsion irrépressible de plier bagages, un désir fou d'errance définitive ? Pour discuter de tout cela, j'ai invité Jacques-Antoine Malarevitch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre et vous publiez un livre intitulé « L'énigme Otto Weininger ». Vous êtes psychiatre. Oui. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce personnage très connu en Allemagne, en Autriche et assez peu connu, je crois, en France ? Quasiment peu connu en France, tout à fait. Je suis parti de ce qu'a dit Freud de lui, c'est-à-dire, il en a parlé à plusieurs reprises, il le considérait comme un génie. Et quand on lit Sexe et caractère, qui n'a été traduit en français qu'en 1975, donc bien tardivement, ce qui est frappant, c'est l'antisémitisme. Weininger était juif, et l'antiféminisme. Et donc, il était juif et antisémite. Oui, bien sûr, comme certains à cette époque. Oui, bien sûr. Donc, quand on met ces deux faits l'un à côté de l'autre, lui, un génie considéré donc parfois comme un génie alors qu'il écrit un livre qui est un véritable brûlot et en même temps un succès de librairie absolument remarquable, il y a de quoi se poser des questions qui, effectivement, en reviennent à l'anachronisme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'en 1903 et dans les années qui ont suivi, il a été considéré par beaucoup, pas par tous, mais par beaucoup comme un génie. Donc ça nous ramène un peu en arrière à une des définitions possibles du génie. Est-ce qu'il était connu comme tel, comme génie, durant son vivant, si j'ose dire ? Non. Il est mort à 23 ans, mais vous dites quelque part dans votre livre que derrière son corbillard marchait Stefan Zweig et Ludwig Wittgenstein qui n'avait que 14 ans. Oui, on n'en est pas très sûr. C'est une image quand même qui est assez agréable à imaginer, mais effectivement,
Wittgenstein aurait eu 14 ans et il aurait suivi il aurait été présent dans le cortège funèbre de Weininger en 1903. Mais ça fait partie justement du caractère romantique du personnage. Je crois que c'est la première raison pour laquelle il a pu être considéré comme un génie par certains, c'est-à-dire ce romantisme, c'est quoi? C'est le suicide, c'est une espèce de James Dean, hein, c'est le James Dean de la bisexualité ou de la philosophie. Le génie était considéré comme quelqu'un de précoce, quand même. À 23 ans, il sort un bouquin qui est... Et il a tout lu. Il a tout lu. Il a essayé de tout dire à propos de la bisexualité, notamment de la sexualité féminine. Qu'est-ce que c'est que la bisexualité dans le langage de l'époque? D'abord, beaucoup de gens s'y intéressaient à la bisexualité. Ça, ce sont les suites quand même de Darwin qui a amené la question de la biologie dans l'évolution avec la fameuse analogie entre ontogénèse et phylogénèse. Donc on s'y intéresse beaucoup et surtout un ami de Freud qui s'appelait Fliess, qui introduit d'après lui la question de la bisexualité dans la psychologie, laquelle psychologie est en train de naître également. Fliess en parle à Freud, Freud en parle à un de ses patients, qui était un ami de Weininger. Bon. Donc du coup, l'idée se transmet de cette façon, et Weininger prend ça au vol, en quelque sorte, et développe d'abord sur un plan purement physiologique et biologique, il essaye de faire le résumé des connaissances de l'époque. Donc, si on suit Weininger, ce qui est d'ailleurs intéressant parce que ça peut rapprocher des théories actuelles sur le genre, on est un mélange effectivement, ça veut dire on n'a pas un choix hétéro ou homosexuel, on est un mélange d'éléments masculins et d'éléments féminins, lequel mélange se modifie constamment dans le temps, au cours des âges, ce qui peut donner des manifestations même au niveau du corps. Donc, il a une ambition absolument prométhéenne. Il n'est pas le seul. Fliess, c'est la même chose. Freud, c'est la même chose. Et d'une certaine façon, tout le monde échoue. C'est ce qui, je crois, est intéressant. Mais alors, qui était-il? Parce que il meurt à 23 ans, il est connu par son suicide, si j'ose dire, et oui, aussi par ce livre. Mais avant d'écrire ce livre, il fait quoi? D'où vient-il? Il est né à Vienne? Il est né à Vienne en 1880, donc. Famille normale pour l'époque. Il est né en même temps qu'Einstein. Voilà, exactement. 7 frères et sœurs. Il est le second dans la fratrie. Il fait ses études de philosophie. Il voyage beaucoup. Il vit à Vienne, qui est quand même une époque assez particulière. Il vient à Paris. Il vient à Paris en 1900 à un congrès de psychologie. Il a 20 ans, hein, donc. Et là, il discute avec des gens beaucoup plus renommés que lui et il défend ce qui, je crois, est aussi l'intérêt qu'il a eu à l'époque. Il défend une vision philosophique de la psychologie. Et il s'oppose à une vision expérimentale de la psychologie. Qui est pourtant très à la mode à cette époque-là. Absolument, exactement. Donc, en fait, Weininger est exactement au point de rencontre entre une ancienneté, disons, romantique du 19e siècle et une modernité qui est en train de s'imposer. Tout comme la ville d'ailleurs, tout comme la culture viennoise. Et il a représenté pour ses contemporains la pointe la plus acérée, la plus provocante de la réaction contre la modernité, contre ce qui était considéré par beaucoup comme une décadence. Le progrès est une décadence. Voilà. Ça, c'est le sentiment romantique. Exactement. Laquelle décadence était due pour beaucoup de ses contemporains aux femmes et aux juifs. D'où, évidemment, dans toute bonne logique, son antisémitisme et son antiféminisme. Donc, il est exactement au passage entre ces deux périodes, entre cette modernité et cette ancienneté. C'est un homme du 19e siècle, mais qui parle de la modernité en la remettant en question, comme si, effectivement, il était... le témoin le plus représentatif, mais en même temps, il intègre la biologie, il intègre la physiologie. Il n'est pas le seul à l'époque à penser la modernité comme une menace. L'empereur François-Joseph, dites-vous, oui. À cette époque-là, refuse de se servir du téléphone, il refuse de monter dans une automobile, refuse de lire des lettres tapées à la machine. Oui. Et donc, c'est cette idée que l'idée de progrès, idée qui se retrouve d'ailleurs aujourd'hui dans certains discours, absolument, nous arracherait à notre identité fondamentale. Exactement. Et c'est effectivement ce terme identité qui est important parce que toute période de crise pose la question de l'identité dans ses multiples dimensions, y compris, a priori, notre époque actuelle. Donc la bisexualité
est une façon d'aborder la question de l'identité. Alors tout ça se passe à Vienne, dont vous dites que c'est le pandémonium d'une société qui va pas très bien finalement, puisque le pandémonium c'est la capitale imaginaire des enfers. Voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe à Vienne à cette époque? On connaît les récits de Zweig qui a bien connu cette époque et cette ville. Alors comment est-ce que vous, Jacques-Antoine Malerovitch, vous parleriez de cette époque? D'abord, Stefan Zweig a bien connu Weininger. On a de lui les descriptions les plus fidèles a priori. Alors, Vienne, disons celle de l'Empire austro-hongrois, qui est d'abord un empire bizarre, c'est bicéphale, hein, c'est l'Autriche plus la Hongrie. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, un empereur qui refuse cette modernité, en tout cas dans son quotidien, mais en même temps voit la ville de Vienne se transformer avec des bâtiments absolument remarquables autour du Ring, etc. C'est une ville cosmopolite. On y parle beaucoup de langues, la langue devient une chose importante, et surtout, on parle beaucoup du sexe. Enfin, le sexe est omniprésent. Il suffit de voir les œuvres de Kokoschka, par exemple, où il y a une érotisation absolument remarquable du corps féminin, notamment. Et en même temps, évidemment, il y a l'émergence de la psychologie. Et on s'intéresse, encore une fois, à la suite de Darwin, on s'intéresse à la sexualité, et surtout à la sexualité de l'enfant et de la femme. Donc c'est un domaine nouveau. Otto Weininger a eu comme professeur Krafft Ebing, qui est le grand théoricien de la sexualité à la fin du 19e siècle. Donc le sexe est une chose importante. Freud n'est pas le seul à en parler. Il est même par certains considéré un peu comme un rétrograde. La nouveauté, c'est qu'on en parle sans utiliser de locution et d'expression latine. Ça, c'est tout à fait nouveau et c'est tout à fait intéressant pour les gens de l'époque. C'est-à-dire, on passe dans la langue commune. Un peu comme Galilée qui écrit en langue vulgaire plutôt qu'en latin pour que tout le monde comprenne ce qu'il a à dire. Absolument. À propos de l'obligation d'avoir du sexe à Vienne à cette époque, je cite Weininger, cela va si loin que c'est à peine si l'on a encore le courage de s'avouer chaste et qu'on préfère d'une manière presque générale avoir une réputation de débauché. Voilà. Alors le paradoxe de Weininger, c'est qu'il propose de ne plus avoir d'enfants. C'est-à-dire il prend absolument le contre-pied de cette débauche ou de cette période de décadence en proclamant l'importance de l'abstinence totale au niveau sexuel. Donc, je veux dire, on est constamment dans ce paradoxe, dans les contradictions où il prend le contrepoint qui, encore une fois, pour certains, de la modernité, donc qui pour certains était parfaitement fascinante. Alors Robert Musil, pour caractériser le régime politique de cette époque, invente le terme de Kakani. Alors, comment est-ce que ça se dit en allemand, ça, Kakani? Pareil. Ça a aussi une connotation scatologique. Et donc c'est à partir du terme impérial et royal qu'on a forgé les deux initiales, KK, Kakani. Donc Vienne est un régime à la fois rétrograde et décadent. Voilà, exactement. Mais en même temps, la modernité existe. Par exemple, dans l'art, c'est évident dans l'art. C'est aussi une période où on pratique beaucoup l'art de l'aphorisme. Oui, Karl Kraus, par exemple. Karl Kraus dit un aphorisme n'a pas besoin d'être vrai, mais il doit survoler la vérité. Il doit la dépasser d'un trait. Et il ajoute, écrire un feuilleton consiste à faire des boucles sur une calvitie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire quoi? C'est le propre de l'aphorisme, c'est-à-dire effectivement, d'aller dans le paradoxe, de contenir en une seule proposition une multitude de sens. C'est ce que reprendra d'ailleurs Wittgenstein ultérieurement, parce que le Tractatus, c'est quand même pas évident à lire, c'est bourré d'aphorismes. C'est une suite d'aphorismes, en fait. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que c'est à la mode? C'est à la mode parce que la langue est importante. C'est-à-dire, c'est de nouveau le paradoxe, c'est-à-dire comme il y a beaucoup de langues, on parle beaucoup de langues, on voyage beaucoup à l'époque. Le train est une chose absolument extraordinaire. Donc, comme on peut parler beaucoup de langues, la langue d'origine est une chose importante. Et donc, il y a des défenseurs de la langue, notamment Karl Kraus, qui voit encore une fois, dans cette modernité qui risque de la remettre en question, qui voit même, en tout cas c'est ce que dit Karl Kraus, le début du commencement d'un risque de dictature, avec la disparition de la langue. Ce sont des choses qui peuvent dire quelque chose maintenant. Alors c'est le moment de la première pause musicale, Jacques-Antoine.